le docteur Boson. Je travaille donc au CPS Bourgogne-Franche-Comté sur le site de Besançon. Et je vais donc, on avait décidé de faire un point sur le Mpox. Voilà, je pense que c'est pas mal puisque c'est d'actualité. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon ou pas? Parfait, C'est tout bon? parfait. Très bien. Alors, donc, je vais juste vous décaler un peu. Voilà, très bien. Donc, on va parler de la prévention de la transmission croisée en établissement de santé, mais aussi en cabinet médical et au domicile concernant donc le Mpox. Les objectifs de cette présentation, c'est déjà de faire un petit point sur les enjeux et puis rappeler ce qu'est cette pathologie avec quelques données épidémiologiques, la chaîne de transmission et de la chaîne épidémiologique, un point sur cette pathologie avec les moyens diagnostiques et les traitements éventuels qui peuvent être proposés. Ensuite, on fera un point sur les modalités d'alerte et d'investigation, les mesures barrières, et puis les recommandations en termes de vaccination et ce qui a éventuellement changé par rapport à la première vague épidémique de 2022. Donc, concernant les enjeux, le but de cette petite présentation, c'est de sensibiliser les professionnels vis-à-vis du Mpox, de standardiser les pratiques en termes de repérage et de gestion des patients et surtout de limiter le risque et de prévenir la transmission croisée afin de limiter la diffusion du pathogène et la désorganisation du système de santé en cas de pandémie. Donc, on va refaire un petit point historique. Le virus a été isolé et identifié en 1958, en fait, dans un institut de recherche à Copenhague sur des singes de laboratoire, singes qui étaient importés de Singapour et qui présentaient donc des symptômes similaires à la variole. Donc, la variole du singe vient de cette première identification donc, dans cette colonie de singes de laboratoire. Et puis, il y a eu le premier cas humain d'infection chez un enfant de 9 ans en Équateur, dans les années 70. Et puis, la première vraie épidémie s'est déroulée en 1996, donc en République démocratique du Congo, avec 500 cas à peu près au total et quelques dizaines de décès. En 2003, une première épidémie hors du continent africain, donc aux USA, avec 47 patients qui ont été confirmés atteints de cette pathologie. La contamination, elle avait été par des chiens de prairie domestiqués qui étaient eux-mêmes infectés par des rongeurs africains importés. Donc, comme je le dis, il n'y avait pas de transmission interhumaine à ce moment-là. Depuis 2003, il y a des cas sporadiques de Mpox chez des voyageurs provenant du Nigeria, mais aussi d'autres pays d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a eu des cas signalés en Angleterre, Israël, Singapour et USA. Donc, Mpox, également dénommé variole du singe ou monkeypox, en sachant que maintenant, on ne parle plus que de Mpox. Donc, ça appartient au groupe des orthopoxvirus. C'est apparenté au virus qui est responsable de la variole humaine, elle-même déclarée éradiquée grâce à la vaccination donc, en 1980. Donc, éradiquée depuis 1980 par l'OMS. Il y avait eu des campagnes, il y a un projet de vaccination, on va dire, international des enfants. C'était un projet qui datait de 66 jusqu'en 77. Donc, en 1980, l'OMS a déclaré l'éradication de la variole humaine. Concernant Mpox, c'est une zoonose qui est habituellement transmise à l'homme dans les zones forestières d'Afrique centrale et de l'Ouest par des rongeurs sauvages, et on parle de l'écureuil, soit par contact avec l'écureuil ou par des primates, soit par ingestion de viande de brousse. Alors, on pense qu'il y a probablement d'autres animaux sauvages qui sont source de cette pathologie, mais ce n'est pas bien défini. En tout cas, les rongeurs, ça s'est prouvé. La zone d'endémie habituelle, eh bien voilà, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. La transmission interhumaine, elle est directe et indirecte possible par voie contact. C'est essentiellement le mode de contamination, c'est par contact. Et respiratoire, en sachant que le respiratoire est vraiment extrêmement secondaire. Ce n'est pas la principale mode de contamination. Donc, la transmission interhumaine est observée en particulier au sein de foyers familiales, lors de contacts sexuels ou pas, ou en milieu de soins. On distingue en fait deux principaux types du virus Mpox, qu'on appelle clade ou variant. Donc, il y a le clade 1, qui est donc la souche historique du virus, qui est présent dans le bassin du Congo en Afrique centrale. Et donc, on a un clade 1A et un clade 1B. Donc, le clade 1B qui nous intéresse provient de ce clade donc 1.
donc avec déjà des épisodes pandémiques dans les années 90. Et puis le clade 2, qui est présent en Afrique de l'Ouest, c'est le virus qui circule actuellement en Europe. C'était celui qui avait fait le petit boom épidémique de 2022, on va y revenir. Donc le virus 2, avec en particulier le clade aussi, il y a 2A et 2B, donc le 2B qui provient du clade 2 qui a été impliqué dans l'épidémie actuelle aussi au Nigeria. Depuis mai 2022, pardon, il y a des cas mondiaux autochtones qui ont été associés au virus du clade 2, sans qu'il y ait de notion de voyage en zone d'endémie. Et il y a une transmission lors de rapports sexuels. Et la grosse problématique, c'était qu'il y a eu encore une stigmatisation d'une certaine population, qui était la population des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, et surtout multipartenariat. Donc, à la fin de l'épidémie, en août 2022, il y avait eu 2600 cas diagnostiqués en France, 16 000 en Europe, avec les principaux pays européens que vous voyez là, donc l'Espagne, Royaume-Uni, Allemagne et France, et près de 20 000 cas en tout dans le monde, 4 décès déclarés. On pense qu'en tout cas, ce clade 2 a une mortalité qui est estimée en gros à 0,1%. Donc, depuis cette épidémie de 2022, ce virus du clade 2 circule quand même à bas bruit. Vous voyez donc le petit graphique sur votre droit avec le pic épidémique fin 2021 et 2022, et puis donc plus rien, et un petit fond d'une trentaine de cas, entre 12 à 30 cas par mois à peu près, régulièrement constatés, confirmés, en majorité bénin, et aucun décès n'a été à signaler. Depuis septembre 2023, on a l'émergence d'un virus du clade 1, qui est donc le clade 1B, essentiellement en République démocratique du Congo, en sachant que la République démocratique du Congo a à subir aussi une épidémie de clade 1A dans d'autres zones du territoire. Il y a eu des cas signalés dans d'autres pays d'Afrique limitrophes de la RDC, dont un cas reporté en Suède en août 2024 et un cas en Thaïlande. Pour l'un de ces deux cas, il y a eu contact avéré, rapport sexuel multiple avéré au cours d'un séjour en zone à risque. Les observations actuelles donc, en RDC feraient apparaître quand même une létalité, une virulence supérieure à celle observée pendant l'épidémie de clade 2. Donc, comme je vous l'ai dit, clade 2, 0,1% de mortalité. Là, on est plutôt dans du domaine de 10 à 15% de mortalité. La population est possiblement ou partiellement protégée. Ce seraient les gens qui ont été vaccinés de la variole et qui sont donc nés avant 77 par en fait une immunité croisée en lien avec cette vaccination contre la variole. À partir du 14 août 2024, ça a été décrété par l'OMS comme une urgence de santé publique de portée internationale, ce qui explique donc cette intervention. Alors, si on revient un petit peu sur cet agent pathogène, je reviens donc dessus, c'est un orthopoxvirus de la famille des poxvirus, c'est un virus à ADN enveloppé qui peut être présent des jours, voire des semaines, sur des surfaces inertes. Le réservoir du virus, c'est humain. Il est représenté essentiellement par la personne malade, avec les lésions cutanées essentiellement, les lésions muqueuses, et voire éventuellement l'excrétion des gouttelettes. En Afrique centrale ou de l'Ouest, là où le virus reste endémique, l'homme peut aussi s'infecter au contact d'animaux sauvages, on l'a dit juste avant, donc ces fameux rongeurs, écureuils, voire éventuellement les singes, même si on n'est pas certain que le singe soit l'animal principalement vecteur de cette pathologie. Ce qui explique qu'on a modifié non plus, comment dirais-je, variole du singe en Mpox. La transmission, elle se fait donc par contact physique direct, en cas de contact physique non protégé, sans notion spécialement de durée, avec une peau lésée ou avec des fuites biologiques d'un cas probable ou confirmé qui a été symptomatique, quelles que soient donc les circonstances de ce contact, donc y compris les rapports sexuels, les actes de soins médicaux ou paramédicaux. Mais il y a la possibilité aussi d'un contact physique indirect par le partage d'ustensiles, quand on voit qu'il peut rester sur des surfaces plusieurs semaines, donc par le contact physique indirect sur le partage d'ustensiles de toilette ou le contact avec des textiles, vêtements, linge de bain, literie, ou de la vaisselle sale utilisée par le cas probable ou confirmé. Donc les portes d'entrée, voilà, bouche, nez, yeux, cutanées et muqueuses, et cutanées en cas de rupture de l'intégrité de la barrière cutanée. Les personnes susceptibles, donc personne n'est épargné, tout le monde peut être exposé au virus et faire la maladie. La maladie est plus grave chez les enfants et la mortalité est extrêmement importante actuellement en RDC parce qu'en fait, il y a des atteintes
souvent de la sphère ORL ou bucco-pharyngée, ce qui entraîne chez les tout-petits des difficultés d'hydratation, d'alimentation, avec donc des déshydratations, des dénutritions, ce qui explique la mortalité. En fait, les enfants meurent des conséquences de cette dénutrition, déshydratation. La complication aussi infectieuse, avec une problématique dans certains pays de non-accessibilité à certains antibiotiques. Donc, les femmes enceintes, par le risque de transmission materno-fœtale et périnatale, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées, bien évidemment, font aussi partie de ces personnes à risque de forme grave. La maladie, donc, c'est une incubation en moyenne de 7 à 14 jours, avec des extrêmes de 5 à 21 jours. Elle est souvent asymptomatique. La contagiosité, ça va être dès l'apparition du début des symptômes jusqu'à la phase de cicatrisation complète après chute des croûtes. On estime que les croûtes, quand elles sont tombées, elles sont hyper virulentes encore. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de virus, même au niveau de ces croûtes sèches. Donc là, on estime qu'à la chute des croûtes et à la nouvelle cicatrisation, on peut estimer qu'en moyenne, 21 jours après, il y a plus de risque de contagiosité. Sur le plan de la symptomatologie, ça commence avec une phase prodromique non spécifique, de la fièvre, souvent forte, des céphalées, une polyadénopathie, parfois volumineuse et douloureuse. Et puis, dans la phase d'état, donc c'est cette éruption cutanée et muqueuse en une seule poussée, avec l'association de plusieurs lésions, macules, papules, vésicules, pustules et croûtes, qui vont d'abord en général débuter sur le visage, puis s'étendre sur l'ensemble du corps, paumes et plantes de pieds comprises. C'est douloureux, en tout cas l'expérience de 2022, quand on a eu à prendre en charge des patients victimes de monkeypox, vraiment, les douleurs anales ou muqueuses étaient extrêmement invalidantes, avec des protocoles de dermatologie qui avaient été, le service de dermato, en tout cas chez nous au CHU, avait mis en place des protocoles bien spécifiques d'antalgie qui pouvaient comprendre parfois des morphiniques. Selon le mode de contamination, on peut avoir aussi des régions anogénitales ou des muqueuses buccales plus impactées qu'ailleurs. L'évolution, la guérison le plus souvent spontanément au bout de 2 à 3 semaines, maximum 4 semaines, avec des complications possibles, des formes sévères possibles, donc sur les sujets dont je vous ai parlé juste avant. Voici donc un petit peu la symptomatologie avec les différentes étapes, donc vésicule, pustule, puis une petite ombilication, une ulcération, la croûte et après la lésion qui est donc sèche. Les diagnostics différentiels, principalement varicelle et herpès, c'est vraiment ce qui nous a posé souci. Qui nous posera souci. C'est vrai qu'il y a quelques jours de là, on a eu vraiment une suspicion forte avec des lésions qui nous paraissaient extrêmement caractéristiques. On s'est dit, tiens, ça y est, le premier cas à Besançon. Et en fait, le laboratoire de virologie a conclu un herpès. Mais bon, tant mieux, mais voilà. Donc, la varicelle, c'est le premier diagnostic différentiel. La syphilis, qui peut nous donner toutes sortes d'éruptions cutanées, l'herpès. Après, il y a probablement la liste est non exhaustive. Il y a probablement d'autres hypothèses diagnostiques, les toxidermies éventuelles, l'érythème polymorphe. Et dans les étiologies non infectieuses, on peut évoquer la pemphigoïde bulleuse. Comment faire le diagnostic? Par technique PCR. Les prélèvements vont se faire de préférence dans des établissements de santé de référence. Sinon, ça peut se faire aussi dans un établissement de santé de proximité. Ça peut aussi être réalisé en laboratoire de ville. On n'a pas la liste de tous les laboratoires de ville, mais il y a une liste établie dans chaque région par les ARS, en sachant que le prélèvement peut se faire donc en laboratoire de ville. L'acheminement se fera par triple emballage vers un laboratoire de type L3, c'est-à-dire en dépression. Donc, pour notre région, en tout cas pour la Franche-Comté, donc le CHU de Besançon est considéré, et c'est un laboratoire L3. Donc, pour le diagnostic, donc en établissement de santé de référence. Donc, à partir du moment, en tout cas sur le CHU de Besançon, à partir du moment où on a quelques cas sporadiques, le CHU de Besançon assurera tous ces examens ainsi que le séquençage. En cas de multiplicité des demandes, on fera appel au CNR, donc à Pasteur, voire à la cellule d'intervention biologique d'urgence. Je pense qu'au début, malgré tout prélèvement suspect est malgré tout envoyé au CNR en cas de positivité de la PCR, et le séquençage de façon à permettre la distinction entre la forme 2 qui continue à circuler à bas bruit chez nous et cette forme 1 qui va être le premier signe d'alerte d'éventuellement des premiers cas importés de ces zones à risque et de l'épidémie actuelle en Afrique.
Donc, on fait un prélèvement des lésions cutanées ou muqueuses. Quand on est au stade éventuellement de croûte, il ne faut pas hésiter donc à imbiber l'écouvillon de sérum physiologique et à gratter, à bien gratter ces lésions. Et puis, la PCR sanguine est aussi possible, en tout cas au tout début de la pathologie, quand le patient est le plus vénémique. C'est vrai que pour nous, on fait essentiellement donc, des PCR avec prélèvement cutané ou muqueux. Concernant la définition de cas, je vais la repeaufiner un petit peu après. Donc, on parle de patient suspect ou de patient probable. Donc, le patient suspect est bien évidemment un patient qui présente des signes cliniques évocataires uniquement, donc l'éruption cutanée ou les ulcérations muqueuses anales ou buccales ou génitales évocatrices de Mpox, qu'elles soient associées ou non à de la fièvre, une symptomatologie donc fébrile ou de polyadénopathie. Voilà, donc c'est ça qui va justifier la réalisation d'une PCR. Le patient probable, bah, ça va être le même patient qui aura la même symptomatologie et qui aura été en contact à risque confirmé d'un cas confirmé. C'est-à-dire que, voilà, donc là, à ce moment-là, il n'est pas systématique de réaliser la PCR. La déclaration se fera à l'ARS, mais il n'est pas obligatoire ou, voilà, de faire la confirmation par PCR puisqu'il a été, avec une éruption cutanée évidente, en contact avec un cas confirmé. Concernant la définition des contacts à risque, donc un contact direct non protégé sans notion de durée avec la peau lésée ou les fuites biologiques d'un cas probable ou confirmé, qu'il soit symptomatique, notamment, d'autant plus s'il y a des rapports sexuels, mais pas que, les actes de soins médicaux, paramédicaux ou de toilette, voilà, ou un contact physique indirect par le partage d'ustensiles de toilette ou de cuisine ou des textiles, donc vêtements, linge de bain, literie, utilisés par le cas probable confirmé symptomatique. Ça, ce sont les derniers documents disponibles de Santé publique France du mois d'août 2024. Le petit tableau là, ben, ça n'a pas changé. C'était les mêmes recommandations qui avaient été éditées en avril 23 au décours de l'épidémie de 2022. Cas suspect, ben, tableau clinique évocateur avec donc prélèvement à réaliser, cas probable, pas systématiquement de prélèvement, mais de toute façon, il faut quand même en faire la déclaration obligatoire à l'ARS. Et puis les cas confirmés, ben, c'est ceux qui ont une PCR positive. Concernant les traitements, eh ben, on n'a pas grand-chose à proposer. C'est un traitement symptomatique, antipyrétique, antalgique, je vous l'ai dit. C'est extrêmement douloureux pour les lésions, en particulier muqueuses, anales ou buccales. On évite les anti-inflammatoires, donc paracétamol, antihistaminique éventuellement, même si ce n'est pas extrêmement prurigineux. Il faut protéger les lésions, donc ne pas les toucher et couvrir les lésions. Il faut penser aux co-infections et ne pas hésiter donc à faire les prélèvements à la recherche syphilis, gonocoque et chlamydia, voire à mettre en route des thérapeutiques adaptées. Concernant les traitements spécifiques, on n'a pas grand-chose. Tous ces traitements-là, ce sont des traitements antiviraux qui sont toujours dans le domaine expérimental, qui continuent en fait à être travaillés, étudiés, surtout dans le cadre de la variole, puisqu'on a bien dit que la variole humaine a été éradiquée, mais il reste des souches de variole dans certains laboratoires sécurisés. Et dans le cadre du bioterrorisme, on est toujours dans l'inquiétude un jour d'une attaque bioterroriste. Donc, il y a quand même des études qui continuent à être faites pour essayer de voir quelles solutions thérapeutiques on pourrait apporter. Donc, on a des traitements antiviraux, donc le tecovirimat en particulier, qui est pour le moment la première molécule qui pourrait être proposée, qui est malheureusement quand même pour le moment non indiquée chez les enfants et chez les femmes enceintes, quand même ceux qui font les formes les plus graves, donc c'est bien dommage. Et puis le brincidovir, qui est une prodrogue brincidofovir, pardon, qui est une prodrogue du cidofovir. Mais tout ça, c'est vraiment, et voir le cidofovir qui sont en dernier recours, mais on est vraiment dans le cas de l'expérimentation pour le moment et dans les études, on ne les a pas à disposition. Alors, modalité d'alerte et d'investigation, il va falloir repérer les cas suspects ou probables. Donc voilà, on reprend la définition de Santé publique France. Donc tout cas suspect, c'est quelqu'un qui aura des signes cliniques évocateurs et en particulier aussi s'il y a une exposition à risque d'infection. Donc quelqu'un qui retourne d'un voyage dans un pays d'Afrique où le virus circule habituellement et actuellement. Les partenaires sexuels multiples, quelle que soit l'orientation sexuelle, et puis des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Donc tout ceci, ça doit être confirmé par RT-PCR. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les cas probables, eh ben, ce sont les mêmes personnes, enfin la même symptomatologie clinique et avec un lien épidémiologique avec un cas confirmé.
voilà, ils ne sont pas testés systématiquement. Vous avez des fiches Coreb d'août 2024 qui sont assez précises sur ces conduites pratiques. L'alerte, ça nécessite une expertise médicale, plus ou moins un avis en infectiologie. C'est vrai que pour le moment, la plupart des cas suspects ont été pris en charge par, en tout cas ici sur le CHU, par le service maladie infectieuse. Il n'y a pas eu de cas, je pense, de prise en charge extérieure. Les médecins de ville, quand ils ont un cas suspect quand ils ont des lésions dermatologiques qui les inquiètent, appellent souvent notre cisaille pour avoir un avis et on les voit, nous, en consultation, en faisant un parcours bien ciblé, bien défini pour éviter que ces gens-là ne traînent dans le hall de l'hôpital et ne s'assoient sur les sièges de la salle d'attente. Donc, on les a par voie téléphonique et on les fait passer directement par l'arrière du bâtiment et ils arrivent directement dans notre salle de consultation. Donc, la prise en charge à domicile, quand on sera, je pense que ce n'est pas le cas actuellement, en tout cas quand on sera vraiment en phase épidémique, c'est vrai que la prise en charge à domicile est privilégiée. Pour le moment, on n'a pas eu à prendre en charge, en tout cas dans le cadre du CLAD 2 de 2022, à prendre en charge en hospitalisation des cas parce qu'ils étaient globalement peu graves. On n'a pas eu, je vous le dis, il n'y a pas eu de cas de décès signalés. Donc, la prise en charge, elle peut être faite au domicile, elle est privilégiée. L'hospitalisation, elle peut être indiquée en fonction, bien évidemment, du tableau clinique. C'est une maladie soumise à la déclaration obligatoire. Et puis, le contact tracing se fera. Donc, il va falloir identifier les contacts et recommander donc l'autosurveillance de ces contacts et envisager la vaccination. Normalement, le contact tracing est établi par l'ARS dès la réception du signalement. Prévention et contrôle de l'infection, recommandations donc aux professionnels, les mesures barrières. Donc, devant ce risque d'importation du Mpox, du clade 1, les mesures de prévention attendues donc, sont en général les mesures en cas d'émergence de nouveaux pathogènes. Donc, c'est surtout beaucoup le principe de précaution. Bien évidemment, c'est attendu que les précautions complémentaires contact soient mises en avant, puisque je vous l'ai dit, c'est essentiellement le contact qui est à risque de contamination. Concernant les précautions complémentaires, elles sont probablement à l'abus, puisqu'on estime que c'est surtout gouttelettes. Mais malgré tout, face au risque variolique, on va dire, on reste dans le cadre des précautions complémentaires R, même si je pense qu'un professionnel qui aurait été amené à prendre en charge un patient suspect et confirmé aurait été pris en charge avec simplement un masque chirurgical, on estime qu'il n'y a quand même pas de risque d'exposition. Mais pour le moment, par principe de précaution, on met la batterie, c'est-à-dire on met les précautions complémentaires contact plus les précautions complémentaires R. Indication dès la suspicion du cas et à maintenir tant que le patient est symptomatique et jusqu'à cicatrisation complète, donc habituellement, en gros, 3 semaines. Donc, quel que soit le lieu de prise en charge, voilà, les précautions seront les mêmes. Protection des professionnels avec l'hygiène des mains et le port des EPI, désinfection des mains SHA avant et après chaque contact avec un patient et ou son environnement, port de gants usage unique si on a un contact direct ou indirect, port de masque FFP2, même si je vous le répète, on est probablement excessif, protection des yeux par lunettes de protection ou visière en cas de risque d'exposition par projection ou aérosolisation à un produit biologique d'origine humaine, sur blouse à usage unique, enfin vous connaissez, c'est des précautions complémentaires contact. L'entretien de l'environnement, entretien des locaux, voilà, après la prise en charge du patient et avec les produits actuels des EN que nous avons à disposition. C'est tout à fait efficace. Pensez à aérer régulièrement les locaux. Concernant la gestion du linge, porter des gants pour manipuler le linge et ne pas laisser secouer quand même pour en éviter l'aérosolisation. Placer le linge dans un sac hydrosoluble à défaut en double emballage et puis programmer le lavage à cycle long avec une température supérieure à 60. L'élimination, donc élimination de filière vasserie et vaisselle, lave-vaisselle ou tunnel de lavage. Concernant les cas suspects, donc l'admission directe dans le service, donc en consultation ou si jamais hospitalisation, avec une chambre individuelle porte fermée, limiter le nombre de visiteurs. Et le cas va donc protéger les autres avec le port d'un masque chirurgical en présence d'une tierce personne, lors de tout déplacement en évitant le maximum de déplacements. Réalise bien évidemment une hygiène des mains avant de sortir de la chambre. Il porte donc les vêtements qui vont le couvrir au maximum, voire des bandages si vraiment il y a des lésions importantes. Et puis privilégier donc des vêtements en coton pour faciliter le traitement du linge.
Donc ça, c'est dans le cas d'un établissement de santé. Concernant la prise en charge en cabinet médical, et ben voilà, les mesures barrières restent les mêmes, bien évidemment. L'environnement, c'est pareil. Pensez à aérer les locaux régulièrement. Essayez de privilégier la consultation, bien évidemment, sur rendez-vous sans passage dans la salle d'attente, ce qui est bien utopique, je pense, des fois, parce que je pense qu'il y aura toujours le risque de quelqu'un qui va se pointer comme ça, qui va attendre en salle d'attente. Idéalement, essayer de le programmer en fin de plage de consultation. Mais ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Je ne suis pas sûre que ce sera toujours réalisable. Pour le cas suspect, ben voilà, il va porter le masque chirurgical, réaliser l'hygiène des mains, porte une chemise, enfin tout ce que je viens de dire juste avant, ça ne change pas. Et la prise en charge au domicile, pour les professionnels qui seraient amenés à venir au domicile, les mesures de protection contact et EPI avec port du masque FFP2. Et pour le cas suspect, ben, c'est pareil, éviter de contaminer en portant les mesures que je vous ai dit juste avant. Alors, prévention et contrôle de l'infection, recommandations aux malades et à leur famille. Voilà, on va demander à la personne qui est confirmée Mpox de s'isoler, de rester à la maison. S'ils sont plusieurs à la maison, de garder la chambre. S'il y a d'autres personnes vivant au domicile pour éviter tout contact. Éviter aussi tout contact avec éventuellement l'animal domestique et ne pas le laisser rentrer dans la chambre. Voilà, refuser les visites inutiles, porter un masque chirurgical en cas de contact ou de déplacement dans la maison, hygiène des mains régulière, porter des vêtements longs, si possible en coton, et voilà. Donc, toutes les mesures recommandées. Concernant le traitement du linge, si possible, laver à plus de 60 degrés ou à défaut de cycles successifs à 30 degrés pour le linge qui ne supporterait pas les hautes températures. Et puis, ne pas partager la vaisselle, passer au lave-vaisselle idéalement, à défaut, laver avec de l'eau chaude et du détergent. Pour les déchets, éliminer les déchets dans une poubelle fermée, évacuer dans les déchets ménagers double emballage, plus hygiène des mains après manipulation. Et pour l'environnement, pensez à aérer régulièrement, plusieurs fois par jour, 5 à 10 minutes, la pièce, en particulier la chambre du patient, et l'entretien des locaux, éventuellement donc produits désinfectants ou eau de javel. Concernant la vaccination, alors il faut savoir que le vaccin contre la variole, qui était utilisé jusqu'à 1977, c'est un vaccin qui était très mal toléré, qui entraînait des réactions souvent locales, voire des cicatrices séquelaires. Par contre, c'est un vaccin qui, 30, 40, 50 ans après, permet d'avoir une mémoire immunitaire importante, mais, je vous le répète, pas très bien toléré. Donc, il y a des vaccins qui ont été élaborés, qu'on appelle les vaccins de troisième génération contre la variole, donc Invanex ou Jynneos, qui sont des vaccins vivants atténués, mais non réplicatifs. Donc, ça veut dire que ce sont des vaccins que l'on peut quand même administrer chez les gens fragiles, immunodéprimés, mais ce sont des vaccins qui probablement sont beaucoup moins immunogènes et protecteurs que le vaccin de la variole qu'on avait donc avant 1977. Donc, on va le faire en préventif pour les personnes à haut risque d'exposition. Je vous détaille ces personnes à haut risque d'exposition dans la diapositive suivante. Ce sont les mêmes cas, les mêmes personnes à haut risque que lors de l'épidémie de 2022. En post-exposition, pour les personnes contact à risque telles que définies par Santé publique France, là aussi je vais vous les resignaler donc, depuis août 2024. Et puis les personnes immunodéprimées ayant eu un contact étroit avec une personne contact à risque. Donc, ce n'est pas seulement le fait de l'immunodépression, contact à risque, ok, mais si ces personnes-là ont été contact étroit avec un contact à risque, ce sont aussi des gens pour lesquels on va proposer cette vaccination post-exposition. Idéalement, elle doit être réalisée dans les 4 jours post-contact, à risque au maximum 14 jours. Concernant les personnes à haut risque d'exposition et éligibles à la vaccination, on retient les mêmes que lors de l'épidémie de 2022. On s'attendait à une petite modification, mais en fait, ça reste les mêmes. Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et les personnes transgenres, mais qui rapportent aussi des partenaires sexuels multiples. Moi, j'ai dans ma patientèle pas mal de couples HSH qui sont en couple stable, pour lequel, voilà, je leur en ai parlé, mais je n'ai pas pour autant ciblé ces personnes-là. Les personnes en situation de prostitution, les professionnels des lieux de consommation sexuelle et les partenaires ou les personnes partageant le même lieu de vie que celles à très haut risque d'exposition qui sont susmentionnées. Alors, on a eu des recommandations du Haut Conseil de santé publique. Bon, là, c'est assez spécifique. Il a fallu qu'on enregistre tout ça. Donc, on a divisé les gens immunocompétents des gens immunodéprimés.
Et puis, on a aussi donc vu, par rapport à l'épidémie de 2022, ceux qui avaient déjà bénéficié d'une vaccination lors de la vague épidémique de 2022 par rapport à cette nouvelle vague. Donc, pour les immunocompétents qui ont déjà été vaccinés dans l'enfance, c'est-à-dire pour ceux qui sont nés avant 80 et qui n'ont jamais été vaccinés par un vaccin donc de troisième génération, donc qui n'ont pas été vaccinés lors de la petite crise épidémique de 2022, ça va être juste une dose de rappel. Pour ceux qui sont non vaccinés dans l'enfance parce qu'ils sont nés après 80, ça va être deux doses qui sont en général espacées d'un mois à peu près. Donc ça ne change pas par rapport à ce qu'on avait fait en 2022. Pour ces gens-là qui sont nés avant 80 et qui ont donc déjà bénéficié d'une vaccination, mais qui ont eu aussi un ou deux doses, parce que ça peut arriver, de vaccins troisième génération lors de la pandémie de 2022, on ne fait plus rien. De toute façon, on ne fait plus rien. Et puis, s'ils ont éventuellement contracté Mpox entre 2022 et aujourd'hui, on ne fait rien, sachant que le sous-groupe de vaccination de la Société de pathologie infectieuse de langue française a estimé que, quelle que soit l'ancienneté de Mpox, bon, on n'a pas toujours, hein, il n'y a plus pas d'indication à vacciner ces gens-là. Pour les personnes donc non vaccinées dans l'enfance, mais qui ont déjà bénéficié d'une dose ou d'un schéma à deux doses lors de la précédente épidémie, on fait juste une dose de rappel. Et puis pour les immunodéprimés, et ben pareil, on sépare ceux qui sont nés avant 80, ceux après 80. Alors, s'ils n'ont jamais été vaccinés, on ne sépare pas, on fait le même schéma, c'est-à-dire trois doses. Pour ceux qui ont eu déjà une dose lors de l'épidémie de 22, on fait que deux doses, et puis sinon, une dose de rappel. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais après, quand on est dedans, ça va. La nouveauté par rapport à 2022, ça a été les recommandations aux voyageurs. Selon l'avis de la l'HAS du 2 septembre 24, ça nous a posé pas mal de soucis parce que du coup, l'indication sera posée en centre de vaccination internationale. Jusqu'à maintenant, j'ai eu deux fois l'indication, moi personnellement, de le faire. Ça a toujours été pour des professionnels qui partaient en mission humanitaire. Mais c'est vrai que ça risque d'allonger nos consultations. On a eu beaucoup de demandes, hein, beaucoup de coups de fil de gens qui partaient en voyage dans ces pays à risque et qui voulaient absolument se faire vacciner. Mais bon, voilà, il faut recadrer un petit peu tout ça parce qu'on n'avait pas les doses nécessaires, que les doses nécessaires, elles sont peut-être plus utiles en zone d'endémie que chez nous. Sachant que quand même, malgré tout, il y a la problématique de la non-indication, enfin la non-recommandation de cette vaccination parce que c'est toujours pas agréé chez les enfants et chez les femmes enceintes, ce qui va certainement, enfin, pose souci, bien évidemment, en RDC et dans tous ces pays actuellement endémiques, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout les enfants qui font les formes graves. Donc, tout voyage, quel qu'il soit, à partir du moment où il y a des pratiques sexuelles à risque de Mpox, ben oui, bien évidemment, on va leur proposer la vaccination selon les recommandations et les indications. S'il n'y a pas de pratique sexuelle à risque de Mpox, ben non. S'ils vont dans un pays non endémique de Mpox, ben non, pas de vaccination. Et là, s'ils vont dans une zone endémique, on va leur demander d'appliquer les mesures barrières pour tous les voyageurs. On sera embêté pour femmes et enfants, je vous l'ai déjà dit, parce qu'on n'a pas la possibilité de les vacciner. Donc, on tentera de leur déconseiller de voyager. Pour les sujets immunodéprimés, pareil, d'autant plus que ces immunodéprimés, souvent, il leur faut 3 doses, espacées d'un mois, ce qui va être un peu difficile à envisager le voyage s'il faut attendre 3 mois avant que les gens partent. Donc, on va souvent leur déconseiller le voyage. J'avais été sollicitée par les néphrologues justement pour un de leurs patients greffés qui souhaitait repartir en République démocratique du Congo. On lui a interdit de repartir parce que ce n'était pas possible de pouvoir le protéger. Les autres situations, voilà, soignants humanitaires. Voilà, donc c'est moi les deux personnes que je lui ai vaccinées, c'était dans ce cadre-là. Pour les autres professionnels voyageurs expatriés, il n'y a pas d'indication de vaccination. Par contre, en effet, pour les gens qui repartent au pays, si d'autant plus ils sont à risque d'exposition sexuelle avec des relations sexuelles multiples, mais malgré tout, s'ils partent deux mois, on vient de passer la phase critique parce qu'en fait, c'est souvent juillet-août que les gens viennent nous voir en consultation parce qu'ils partent au pays, ils profitent de ces grandes vacances, vont partir avec toute la petite famille pendant 2 mois. Donc, ces gens-là qui vont être ces voyageurs, la visiting friends and relative personnes qui sont donc ces gens qui partent en famille et qui peuvent donc être amenés à partager en effet du linge de cas index, et bien oui, dans cette situation-là, on sera peut-être amené à leur proposer la vaccination.
Alors, concernant l'indication, ce qui ne change pas pour la vaccination préventive, c'est H, SH et trans à partenaires sexuels multiples, les personnes en situation de prostitution et travailleuses du sexe, les professionnels des lieux de consommation sexuelle, quel que soit le statut de ces lieux, les partenaires ou les personnes partageant le même lieu de vie que celles à très haut risque d'exposition. Et la nouveauté, c'est donc les recommandations aux voyageurs. Et puis pour la dernière diapo, on vous a mis éventuellement donc, la possibilité de flasher ces QR codes sur les foires aux questions du ministère de la Santé, l'avis du Haut Conseil de santé publique et puis de l'HAS sur les conduites vaccinales. Et j'en ai donc fini. Donc, je ne sais pas si éventuellement ça vous suffit, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. Alors, je ne sais pas, dans le chat, il y a quelqu'un qui a mis... Ah non, c'est rien. Je vous ai endormis tous? Pas du tout. C'était très complet. Une question, savoir si le PowerPoint sera disponible ou envoyé. Oui, alors ça a même été enregistré. On verra si on met l'enregistrement à disposition ou si on met que le PowerPoint. Mais oui, il sera à disposition. Bon, ben oui. Pas de questions? Alors là, bon, pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas, voilà, on a l'impression que ça fait un peu plouf. Mais les collègues infectiologues, je regardais récemment une présentation du professeur Lescure, là, je crois qu'Isabelle, tu nous avais mis le lien en plus. Lui, il est persuadé que ça va nous arriver quand même, hein. Il ne s'attend pas à un truc catastrophique, mais en tout cas, qu'il y ait des cas, ça lui paraît évident. Alors, je ne sais pas si c'est pour éviter, parce que quand il y a eu la Covid, on a certains professeurs de maladies infectieuses qui ont dit c'est une grippounette et il faut arrêter de s'emballer. Je pense qu'ils mesurent maintenant leurs propos et à l'inverse, ils disent oh là là, tout peut arriver quand même, restons extrêmement vigilants. Moi, j'ai juste une petite question sur les cliniques. Ouais, Sur les lésions, ce sont des lésions qui, ça peut débuter sur le visage, mais ça, c'est la lésion génitale, c'est ça? ça peut être, alors ça peut être en fonction de la porte d'entrée entre guillemets, mais ça peut être en effet, souvent ça va débuter malgré tout au visage, mais il peut y avoir des lésions d'emblée, on va dire anales ou buccales en fonction des pratiques, quoi. Ah, en dépendant, c'est où la porte d'entrée, ça, Ouais, la lésion peut se ça peut, commencer. voilà, ça tout à fait. OK. Si ça a été un contact, on va dire bah, peau à peau, peut-être intime ou voilà, mais peau à peau, bah, voilà, l'éruption va plutôt OK. d'abord débuter au visage. Si ça a été par des pratiques sexuelles, voilà, il peut y avoir des lésions qui vont débuter au niveau anal ou génital ou buccal. Oh, c'est selon les pratiques sexuelles aussi. Voilà, Oui, ouais. OK. OK. Ouais, merci. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Je vois Stéphanie Morel parler. Je ne sais pas si elle me parle à nous ou si elle parle toute seule ou à quelqu'un d'autre. Je vieillis, je parle toute seule. Ok. En tout cas, merci, c'était parfaitement clair. On se disait justement avec ma collègue que, on n'est pas là d'être confronté en EHPAD, enfin du Mhm, en EMH, mais en mhm, attendant, il me semblait important que nous aussi on se tienne informés parce qu'on est aussi confronté à des gens qui posent des questions. Donc en mhm. tout cas, merci pour cette présentation qui nous a bien éclairés. D'accord, parfait.
Mais c'est vrai qu'au tout début, voilà, je vous redis, nous, on a eu énormément d'appels, voilà, des gens qui s'affolaient parce qu'ils partaient justement en zone à risque et qui voulaient absolument se faire vacciner. Voilà. Bon. On espérait bien que ça n'allait pas nous retomber dessus, mais si, quand même. Bon, bah, du coup, je vais peut-être lever la petite formation, quoi. Enfin, le webinaire. Je pense qu'on va se dire au revoir s'il n'y a pas plus de questions. Merci. Mhm. Et puis, Ouais, peut-être le fait de ne pas avoir effectivement été confronté réellement oui, encore dans les pratiques c'est fait ça. qu'on reste encore sur des approches peut-être un petit peu, effectivement, les explications, le PowerPoint très clair, etc. Et on n'a pas encore été dans le dur, Non, peut-être c'est sûr. Alors, nous, en 2022, on a questions. eu quelques cas quand même voilà. Donc, c'était mettre en place la filière d'accueil, de prise en charge. C'est vrai que là, pour le moment, il n'y a pas. Voilà, quand on est sollicité par les médecins de ville parce qu'ils ont constaté, ou les dermatos, des fois, ils ont constaté un truc un petit peu bizarre, ben oui, souvent, voilà, on les fait voir, enfin, on les voit, nous, en consultation, quoi. Donc, ça évite l'idée d'aller dans un laboratoire de ville. L'idée que, voilà, j'espère qu'on ne sera pas confronté à ça parce que je pense que la théorie est bien belle, la pratique ne sera pas toujours aussi aisée. C'est un peu la problématique. C'est vrai que tant que les consultations et le flux des patients est orienté vers les services spécialisés en maladies infectieuses, on est un petit peu, moins inquiet du coup de la démultiplication des formations nécessaires et des parcours patients. Donc, je pense que c'est aussi ce qui fait que peut-être on a un petit peu moins de questions pratico-pratiques dans ce temps d'échange. Tout à fait. Je pense que les questions viendront le jour où il y aura des cas, que les gens diront, ah là là, j'ai mis qu'un masque, le monsieur n'avait pas de masque, C'est ça. voilà. Voilà. Et on sait que Mm. vraiment, de ce que j'ai pu voir et constater avec les confrères, c'est vraiment gouttelette et c'est vraiment le contact prolongé avec quelqu'un pour enfin pour le risque de contamination, quoi. Mm. C'est vraiment le contact qui est le plus à risque, quoi. Et puis peut-être aussi dans quelque chose qui a pu être plus compliqué pour tout un chacun de nous, habitants de la planète, le fait d'être contagieux avant d'avoir des signes cliniques, aujourd'hui, c'est aussi le point qui n'est Alors, pas le cas. oui. Voilà. Pardon, excuse-moi. Oui, alors normalement, voilà, c'est-à-dire que la symptomatologie, les tableaux, alors il n'y aura peut-être pas l'éruption tout de suite, mais la contagion, elle se fait dès le début des symptômes. C'est ça. Alors, Voilà. il y a là encore des trous dans la raquette, il y en a certains qui peuvent, il y a eu des cas de contamination avant que la symptomatologie n'apparaisse, mais globalement, le risque de contamination est lié au fait qu'il y ait justement des lésions dermatologiques et qu'il y ait contact, quoi. Donc, C'est ça. Mm. Merci beaucoup en tout cas. Et puis peut-être la possibilité de te joindre via le mail et en cas de besoin, effectivement, ou d'éléments complémentaires qui viennent pas là tout de suite. très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous alors. Et puis à bientôt. Je crois que dans une quinzaine de jours, on va parler infection respiratoire virale hivernale. Je ne sais pas si j'aurai les mêmes interlocuteurs. Voilà. Et peut-être des questions du coup du quotidien plus nombreuses. Voilà, possible. Je vais me préparer. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.